connais que tu es ma personne. Personne ne peut te descendre sur mon panel chez moi. Notamment sur la question du vivre ensemble, qui est une question d'actualité qui choque aujourd'hui, qui nous fait rappeler à chaque fois que l'unité nationale qu'on fait chaque 20 mai, ça s'arrête juste au parade militaire. Je le dis pourquoi? Parce que il y a pas longtemps, les événements de Mayos, avant ça, nous avons eu des événements à l'ouest Cameroun, notamment dans la localité du Noun, et après, on a aussi eu la Tonga, où des communautés se sont presque entretuées. Mais la différence entre les deux cas, c'est que au-delà, les autres localités, l'armée s'est interposée, elle a calmé les jeux. Sauf que quand ça se passe au sud, on a l'impression que nous avons déjà changé la forme de l'État et que nous sommes déjà dans un État fédéral et que le sud a une gestion un peu différente des questions de vivre ensemble. Je le dis pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Quand on regarde même en 2004 et quand on va un peu plus loin, on se rend compte que cette région-là a toujours été portée par ce genre de problème de vivre ensemble. Et au-delà de tout, du vivre ensemble en lui-même, le MNC estime aujourd'hui que nous devons redéfinir la citoyenneté et la fraternité, qu'il faut redéfinir ce que c'est. Parce que les amis de sénateurs et non-name, dans leur libéralisme, c'était le libéralisme communautaire, ils ont fait en sorte que quand on nomme un Camerounais à un poste de responsabilité, au lieu qu'ils prennent la charge du travail qui est le sien, on voit juste quelques mois plus tôt dans sa communauté d'origine une pancarte écrite par le chef du village qui remercie le président d'avoir nommé l'un de leurs fils à un poste de responsabilité, comme si cette nomination-là, c'était la nomination de sa communauté à lui. Conséquence, quelques années plus tard, quand vous allez dans ce service public, tout le monde parle le patois de cet enfant du village qui a été nommé à ce poste. Il faudrait qu'on sorte de cette gestion villageoise. C'est cette gestion villageoise qui fait en sorte que certains politiciens, pour exister, soulèvent la firme tribale pour faire comprendre que non, les autres sont des envahisseurs, nous sommes ici chez nous, ils sont venus prendre notre place. Donc, pour moi, il va faire confiance au professeur Maurice Kamto parce qu'il va réorganiser le vivre ensemble. Il va permettre que les Camerounais se chantent partout chez soi. Et je vais m'arrêter là pour laisser sénateur et Emma Rose. Voilà, on a calmé un peu les nerfs, non, les amis. Donc, ils pensent que les nerfs sont descendus. Vanessa, est-ce que je peux parler, s'il te plaît? Non, on va attendre. Non, avant de parler, on va d'abord savoir qui ouvre le portail. C'est ça qui nous intéresse maintenant. Sénateur, à toi la parole. Si tu es calmé, tu reprends la parole, sénateur, pour l'émotion. Me calmer que, est-ce que j'étais d'abord, je suis le volcan pour me calmer. En fait, mon frère, tu reviens dans les bons sentiments. Je viens maintenant, le nouveau sénateur là, parce que tout à l'heure, tu voulais me boxer. Non, mais bon, puisqu'on m'a descendu, on m'a descendu en voulant maintenant prétexter derrière mon dos que je fuis le débat. Et c'est bizarre, j'ai vu personne te descendre, mais c'est pas grave. On ne descend pas sénateur chez moi, les amis. Ce sont des coups en bas de la ceinture et je n'aime pas, en fait. Ok, c'est vrai on me descend, le panel, on m'a descendu, qu'on ne dise pas derrière que j'ai fui le débat. Non, non. Ça, c'est. Je sais pas, on ne dit qu'on ne me défend pas. En commentaire, ça peut écrire en commentaire que qui ouvre le portail. On m'a descendu, on ne dise pas que j'ai fui le débat. Sénateur, en commentaire, il faut qu'on dise qui ouvre le portail. C'est ce qu'ils écrivent en commentaire. Alors, je l'ai déjà dit de façon très claire. Je l'ai dit de façon claire. Dans tous les pays, évidemment, l'initiative de la dénonciation d'une convention revient au chef de l'État. Maintenant, est-ce que les... Super, merci. C'était ma seule question, parce qu'on a dit une motion, c'est une question. Merci. Maintenant, au Cameroun, le changement va prendre sa motion aussi. Je l'ai fait développer depuis. Les gens font l'effort de ne pas comprendre. T'as dit bien. Alors, lorsque les gens ont la charge des affaires publiques, ils se rendent compte que, évidemment, lorsqu'on veut prendre une décision politique, il faut ce qu'on appelle un rapport de force. Tu ne peux pas aller en confrontation, évidemment, avec des personnes hyper puissantes lorsque ta population en général n'est pas massée derrière toi. L'exemple sur le panel, ce qui, pour ma part, doit faire l'unanimité, devient un débat de ping-pong où les gens doivent évidemment donner l'impression que c'est quelque chose de banal, alors que c'est quelque chose qui est fondamental si on veut se développer. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans l'AES, c'est pourquoi j'ai fait le parallèle avec l'AES. Je vous ai pris l'exemple, j'ai dit dans l'AES, par exemple, où des personnes ont des problèmes primaires plus
plus accrue qu'au Cameroun. Ils ont fait bloc derrière leur chef d'État pour que ces derniers aient la force et la capacité nécessaires à pouvoir dénoncer toutes les conventions, parce qu'avec la population derrière, toutes les tentatives occidentales pour pouvoir évidemment éliminer ces leaders seront vaines. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Pourquoi? Parce que les jeunes en général, ou alors la population en général, est plutôt dans des débats stupides. Quand des gens viennent sur des panels dire qu'on peut développer des néocolonies, vous croyez qu'un chef d'État... N'expliquez pas pourquoi le portail est fermé. On a compris qu'il doit l'ouvrir. On a compris. Mais s'il te plaît, oh là là, madame, vous êtes désagréable à la fin. Non, attends, sénateur, ça ne sert à rien de se mettre en colère. Le problème qui se pose, c'est que sénateur... Le problème, c'est qu'on me coupe à tout moment. Tu n'interviens pas, on me coupe à tout moment. Non, attends, sénateur, ouais, mon frère, sénateur, attends, ouais, mon frère. Ce n'est pas à vous que je réponds. Vous avez posé votre question. Maintenant, si vous n'avez pas... Attends, je t'explique, sénateur, ouais, mon père, je n'aime pas te couper. Tu vas me faire, je vais couper ton micro, alors que ça ne sert à rien. Tu vas y finir ta prise de parole. On était au niveau des motions. La motion ne dure pas longtemps, non, mon frère. Tu vas finir ta prise de parole, ne l'oublie pas. Tu vas pas quand même monopoliser le panel quand même, mon frère. Tu vas finir ta prise de parole, tu as posé une petite motion, tu réponds vite et après on avance à quelqu'un d'autre. Est-ce que je parlais à la suite du sénateur en faisant non, ma après sénateur, ça va être toi, il faut qu'on équilibre un peu. Emma Rose, depuis qu'elle est sur le panel, n'a pas encore parlé. Et c'est une dame, soyez câlin envers les dames. Il y avait l'autre qui avait une motion. Je vais prendre ma parole après. Il y avait... Tabanque avait une motion pour sénateur. Et Cédric aussi, il me semble. Non, c'est lui qui va parler. Oui, c'est vrai. Tabanque, motion, faites ta motion. Parce que moi, je sais déjà qui ouvre le portail. Maintenant, pourquoi le portail est fermé, je vais réfléchir à ça. Ok, moi je veux juste savoir comment est-ce que le peuple qui n'est pas derrière son leader vote quand même ce leader depuis 43 ans, parce que chacun nous fait comprendre que on a un peuple au Cameroun qui est amorphe, mais le même peuple là, selon toujours son champion, le reconduit à la tête de l'État depuis 43 ans. Quel est ce peuple là qui vote pour depuis 43 ans, alors que ce peuple, selon lui, n'est pas derrière ce leader là? Moi je veux savoir ça par rapport à sénateur. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça? Alors, je vous ai pris le parallèle avec l'AES. Je ne sais pas pourquoi les gens refusent de comprendre ce que je dis. Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas si je parle en une autre langue, en fait. Monsieur, vous avez une jeunesse au Cameroun qui n'a pas conscience des enjeux. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que depuis, on ne fait que vous parler de la géopolitique, parce que ceci répond à la géopolitique. Lorsque vous n'avez pas conscience des enjeux et vous fonctionnez comme si, en fait, les choses se passaient de façon aussi banale et simple, évidemment, un chef d'État qui a ce type de population sera hyper prudent lorsqu'il prend des initiatives. Il va utiliser plus de sagesse que de confrontation directe, parce qu'il a vu ou il voit le rapport de force politique. Lorsque des chefs d'État qui, évidemment, avaient un rapport de force défavorable... D'accord. Je pense qu'il faut que je repose ma question pour que vous compreniez bien. Vous dites que le Camerounais lambda n'est pas avec son président, il ne comprend pas les enjeux. Ça veut dire qu'en 43 ans, ce leader-là n'a pas réussi. J'ai grandi au Cameroun. On n'avait aucune émission à sa TV qui nous expliquait les enjeux politiques. Il a fallu qu'on lise pour comprendre. Mais ce même peuple-là, qui soi-disant n'est pas derrière ce président-là, a reconduit ce président-là pendant 43 ans à la tête de l'État. Comment vous expliquez ça? Un peuple qui soutient son président en lui reconnaissant chaque fois à la tête de l'État, mais qui n'est pas derrière lui pour les enjeux géopolitiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne comprends pas. Et depuis 15 ans, quand j'ai commenté, depuis 15 ans, il y a Afrique Média. Comment se fait que le peuple là, en 43 ans, n'est toujours pas derrière son leader? Qui vote donc Paul Biya à la tête de l'État? Je crois que, je ne sais pas en fait, je ne sais pas si je suis en train de parler le chinois sur le panel là. Le peuple vote conscience des enjeux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lorsque moi je suis élu, je connais si évidemment les personnes qui me suivent ont compris les enjeux ou ils n'ont pas compris les enjeux. C'est aussi simple que ça. Vous croyez que quand la crise de Boko Haram éclate dans le nord, le président ne sait pas exactement pourquoi est-ce que la secte terroriste Boko Haram attaque son pays? Le mec est alors arrivé, ça va chauffer maintenant. Vous croyez que lorsque la Séléka viole le territoire camerounais du côté des je ne vous comprends pas, mais Vanessa, je ne sais pas si c'est bon. Laisse. Quand tu as pris de parole, tu vas après le groupement de ce groupuscule qui avait des revendications du côté des... Vous savez qu'il ne connaît pas exactement qui l'attaque. Vous croyez que lorsque les gens
évidemment, se permettre de vendre une partie importante de notre pays, notamment le Nozo, à travers la film Kilimanjaro, la film canadienne Kilimanjaro, et que le chef de l'État se rende compte qu'on n'a même pas la capacité à faire consensus sur des choses, en fait, qui normalement devrait mobiliser tous les Camerounais. Vous croyez qu'il ne comprend pas clairement, qu'on n'a pas compris les enjeux, et donc par conséquent, il ne peut pas faire ou alors mener une certaine confrontation d'une certaine façon. Sauf qu'il est en train d'utiliser une autre stratégie qui est en train de payer. Et la preuve, c'est que les gens sont en train de comprendre à travers notamment Afrique Média, que vous avez cité. Et je pense même que Amina Fofana, qui est députée du côté du Mali, elle est venue au Cameroun et a remercié le Cameroun parce que cette chaîne a contribué énormément à l'édification de la conscience panafricaine et souverainiste du Mali et du Burkina et du Niger. Donc ça veut dire que les choses sont en train de se faire d'une certaine façon, mais différemment. Attendez, sénateur. Merci pour ta prise de parole. Non, tu vas parler. Emma, si tu poses la question 100 fois, il va toujours tourner comme ça 100 fois. C'est la même question. Je voulais reformuler parce que j'ai l'impression que l'exemple du gardien nous parle beaucoup et nous enseigne. Donc, je reprends la question de M. Tabancu. On est en train de dire que c'est le gardien. On a déjà conclu, on sait qui est le gardien qui doit ouvrir le portail. Vous nous avez expliqué pourquoi le portail est fermé. Et on sait que le gardien est choisi, disons, par les habitants de la maison. Vous nous dites donc que le gardien n'ouvre pas la porte et de toute façon, les habitants de la maison n'ont pas compris les enjeux, n'ont pas compris pourquoi le gardien n'ouvre pas la porte. On vous demande donc, mais si les habitants n'ont pas compris pourquoi le gardien n'ouvre pas le portail, pourquoi il ne le change pas? Qui vote donc, qui choisit donc ce gardien s'il ne fait pas ce pourquoi il est là? Vous répondez à quoi, monsieur? Je ne sais pas si l'exemple permet de vulgariser. Ok, je vais donc vous répondre. Qui a donc choisi ce gardien s'il ne fait pas, parce que, entre guillemets, les habitants de la maison ne comprennent pas pourquoi ils n'ouvrent pas le portail, d'accord? Mais c'est en même temps ces habitants-là qui l'ont choisi. Pourquoi est-il donc là? Qui l'a choisi? Surtout qu'il est là depuis 43 ans. Je crois que je vais répondre maintenant avec votre exemple pour que vous me compreniez. Le gardien qui est dans le quartier là, à côté, il y a des maisons qui ont d'autres gardiens et d'autres habitants. Et ces autres habitants-là ont également choisi des gardiens qui vont garder leur maison et ouvrir la porte dans d'autres maisons qui, évidemment, sont les voisins de la maison dont tu parles. Sauf que moi qui suis le gardien de la maison principale, quand je regarde à côté, je constate qu'il y a des gardiens qui, évidemment, malgré le fait qu'ils ont été choisis par les habitants de la maison, ils ont choisi le gardien. Le gardien a ouvert la porte. Évidemment, le chien ou le lion qui est à l'extérieur a bouffé. Et au lieu que les habitants font bloc derrière lui pour combattre le lion, les habitants l'ont laissé. Et évidemment, il a combattu le lion seul. Étant donc dans un rapport de force défavorable, le lion l'a bouffé. Donc, du coup, le gardien dont tu parles est en train de procéder autrement pour pouvoir non seulement faire en sorte que la conscience de la maison puisse habiter les habitants de sa maison et qu'ensemble, dorénavant, ils puissent combattre le lion qui est donc perché à l'extérieur et qui attend que les gens sortent pour les bouffer. Ce n'est donc pas la question. Qui a donc choisi le gardien? Pourquoi vous êtes déjà dehors dans le voisinage? On est encore dans la maison. Qui a donc choisi ce voisin? Parce que si je veux, attendez, si je veux que mon gardien, attendez, si je veux que mon gardien, écoutez, si je veux que mon gardien laisse mon portail ouvert, il n'a pas c'est-à-dire, il va laisser mon portail ouvert, il ne va pas m'expliquer que non, dans d'autres maisons c'est fermé. Si c'est moi qui le choisis vraiment, il va laisser mon portail ouvert, quitte à ce que quelque chose arrive, parce que c'est moi qui lui transfère ma souveraineté, pour reprendre l'article 2 de la Constitution et être un cran au-dessus. Donc, on est en train de vous demander qui choisit donc ce gardien, parce qu'on constate, en tout cas, vous nous dites que on a un gardien qui a une vision géopolitique, patati patata, et on a les habitants de la maison qui ne le suivent pas, qui n'ont pas cette même vision. Qui choisit donc le gardien de cette maison? Il faut dessiner, je ne sais pas. Est-ce que c'est ce que j'ai dit, madame? J'ai dit les habitants choisissent leur gardien, sauf qu'ils n'ont pas la conscience des enjeux. Ils ne comprennent pas que normalement, ils doivent faire bloc pour évidemment engager ce combat. Mais si pendant 43 ans, le gardien fait quelque chose que les habitants ne comprennent pas. Pourquoi qu'il monopolise la parole, maman? Laisse. Sinon, il va monopoliser la parole, maman. Et ça ne sert à rien qu'il monopolise la parole. Non, Néman, t'écoute. Non, Vanessa, libère-moi, pardon. C'est moi d'abord, s'il te plaît. Ok, pas la loi. Après, c'est toi, ça sera non.
Ok, bon, sénateur, je viens 2 minutes hein, et toi et moi, on va échanger. Mais, pardon, il va monopoliser la parole. Pardon, papa. Non, non, il ne va pas monopoliser parce que c'est des questions fermées. Sénateur, juste savoir, quand vous avez pris votre propos, vous avez commencé par l'économie. Je crois que si vous avez fait économie, je voulais savoir si vous avez fait l'économie qu'on appelle économie organisationnelle des entreprises. Vous l'aviez fait? Le sénateur. Oui, je vous écoute, monsieur. Je vous écoute. Je demande si vous avez fait économie organisationnelle des entreprises. Je ne suis pas économiste. Ah, donc c'est parce que vous avez pris votre propos en parlant des thèmes. Ok, vous n'êtes pas économiste, ça je laisse. Vous avez pris, quand vous avez fait le vote déroulé, vous avez bien dit selon vous. Donc selon vous et anonyme, vous avez dit selon vous. Je crois que vous allez me donner le nom d'un auteur parce qu'en économie, quand on prend des trucs, on donne des auteurs. Bon, ok, ça je laisse. Vous avez aussi pris des parallélismes. Vous avez dit, vous avez parlé de l'Afrique francophone. Je vais aussi parler de l'Afrique francophone, mais du Maghreb. Et où c'était 3 ou 4 pays, même 5. Algérie, Tunisie, Maroc. Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est quoi la question? Non, je vous ai dit qu'on va échanger, on n'est pas là, on va échanger. Est-ce que quand il dit Algérie, Tunisie, Maroc, ça vous dit quelque chose? C'est des pays qui ont été colonisés par la France aussi, non? Que l'indépendance après le Cameroun aussi. Si je me trompe, Emma va me corriger. Ils ont eu l'indépendance presque la même année que le Cameroun, soit peut-être après même. Pardon, parle sans lui poser des questions. Je ne veux pas que M. Natem monopolise la parole, s'il te plaît. C'est dit, écoute-moi, okay. Pardon. Il va monopoliser la parole. Les gens qui sont là, tellement que ça fait peut-être une heure qu'il attend. Ok. C'est pour vous faire comprendre quoi? Que parfois, quand vous venez nous faire comprendre des choses, ne nous prenez pas pour des personnes qui n'ont pas des exemples à côté d'eux. Le Maroc aujourd'hui a une économie stable et développée, non? Je vous pose aussi une question. Le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, dont vous avez cité, sont des lieux. Sénateur, pardon. La motion, tu la gardes. Tu as écrit en commentaire motion. Tu vois pourquoi je ne viens pas, non? Parle seulement. Sénateur, s'il te plaît, laisse-y prendre son temps de parole. Ne posez pas les questions-réponses. Quelqu'un a une motion. Non. Ça va faire que tu monopolises la parole et c'est pas bon. Il y a des gens qui sont là avant. Ok, donc, moi, je vais quitter ça. Je vais juste te dire, en fait, Vanessa, LGV avait tout dit. Le Maroc utilise le franc CFA. C'est pas une question de franc CFA. C'est pas une question de franc CFA. Donc, vous n'avez votre développement. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas économie. Si vous n'avez pas économie, pas discuter avec vous. Parce que le franc CFA, il suffit juste d'une signature d'une lettre auprès du Congo, on sort du franc CFA. Et c'est bien le vendeur qui le fait. Et on sort. S'il le fait aujourd'hui, dimanche, lundi, on est sorti. Donc, c'est plus pour vous dire, la question du franc CFA, c'est règle en un claquement. Bon, ben, je ne vais pas venir, je ne vais pas faire débat. Je vais juste te dire, peux-tu lui faire confiance? Oui, moi, je fais confiance au professeur Moïse Kamto. Quand je m'arrête seulement sur le chapitre 1, lui, il résout déjà 60% des problèmes des Camerounais, Vanessa. Parce que je peux pas parler économie parce que il a dit qu'il n'est pas économiste. Il résout 60%. Dans son chantier 1, il dit quoi? Il dit, s'il prend le pouvoir le 8 octobre 2025, on lui donne la confiance. Première des choses, il va arrêter la guerre au Nozo, qui aujourd'hui, ça fait 25 000 morts. Plus même. Il arrête. Et il va l'arrêter comment? En demandant aux militaires et aux gendarmes de quitter, d'aller dans les casernes. Et il va s'asseoir avec nos frères anglophones, avec tous les composants de la société camerounaise, et on va parler. Et il dit, on va parler, on va réfléchir sur le modèle du Cameroun qu'on veut. Ensemble, pas lui seul. Et enfin, quand on va discuter, on aura un vivre ensemble apaisé. Et quand on aura ce vivre ensemble apaisé, il dit le mandat présidentiel serait un mandat unique. Ce serait un mandat où on va marbrer ça dans la Constitution où un président ne pourra plus se représenter plus d'une fois. C'est-à-dire, c'est renouvelable une seule fois. Et lui, il dit, il sera l'exemple sur qui ça va commencer. Et il le dit encore plus loin, toujours dans le chapitre numéro 1, l'indépendance des pouvoirs. Le pouvoir exécutif n'aura plus la même mise sur le pouvoir judiciaire, ainsi que sur le pouvoir parlementaire. C'est-à-dire, quand un procureur de la République s'est saisi d'une affaire,
On n'a pas besoin d'attendre que le président dise quelque chose. Quand l'Assemblée nationale décide de voter ou bien de prendre de faire une enquête, on aura besoin d'attendre de l'exécutif. Et je pense que ce qui mine notre société aujourd'hui, c'est qu'on a un pouvoir extrêmement centralisé parce qu'il veut tout contrôler. Et la preuve en est, il est le chef de l'armée, il est le chef du conseil de la magistrature. Le chef, il est le premier enseignant. Il est premier de tout. Donc aujourd'hui, si on a un pouvoir où l'exécutif fait ce qui est censé par la loi, par la constitution de notre pays, de l'exécutif, le parlementaire fait ce qui est de son droit et le judiciaire fait ce qui est de son droit, je pense déjà, ça va alléger 50% de nos problèmes dans la société. Et quand je le dis, je vais m'arrêter là pour être court et je vais dire aux sénateurs, quand vous venez discuter les thèmes techniques économiques, il faudrait que vous ayez des outils pour le faire parce que je croyais que vous devez avoir des outils pour que vous et moi on discute. Parce que si vous connaissez ce qu'on appelle organisationnel, l'économie c'est une organisation, c'est une structure. Si vous n'êtes pas structuré, vous n'allez pas bien dire ce que vous voulez dire. Dans toute chose, soyez structuré. Et c'est ça l'économie. On n'aime pas les patates, non. On est organisé pour que cette structure à laquelle vous voulez bien qu'elle fonctionne, s'il n'y a pas l'organisation, elle ne pourra pas fonctionner. Et c'est la même chose qu'avec nos États. Le problème de nos États aujourd'hui, ce n'est pas c'est l'organisation de nos États. C'est pas le franc CFA le problème. Et je vais vous dire, la privatisation n'est plus une mauvaise chose. Quand vous entendez dans la privatisation, on parle du privé. Mais c'est comment on négocie cette privatisation qui est le problème. Et la preuve en est, ces multinationales qui sont installées au Cameroun. Pour qu'une multinationale s'installe, il faudrait que les nationaux prennent 30% du capital. Et qu'est-ce qu'ils en font? On sait bien qu'il y a derrière Neo, qu'il y a derrière Cambrai, qu'il y a derrière tous ces grosses entreprises. On sait ce qu'ils font. Donc frère, vraiment, on est Camerounais. Parlons le terre à terre. Parlons pour que les enfants de en bas, pour que la maman de Moukoulou, de Bata, de Tabac, puissent nous entendre et comprendre que on parle de leurs problèmes au quotidien. Laisse le franc CFA. Avec le franc CFA, on a payé ton école. Avec le franc CFA, tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Donc tu ne peux pas dire que ce franc CFA qui t'a permis d'avoir de l'intelligence, on ne peut pas se développer. Ça veut donc dire que toi-même, tu n'es pas intelligent. Je vais rester courtois parce qu'on est sur un live un peu courtois. Merci Vanessa, j'ai fini avec lui. Bonne soirée. Merci beaucoup mon frère, bonne journée. Chez toi c'est la soirée, bonne soirée. Je donne exceptionnellement tabancu la parole à MB Moses, tu vas comprendre pourquoi. MB Moses, bonjour, on vous écoute. Je t'envoie la demande de micro. Et pardon, excuse-moi, j'étais plutôt bloqué. Pardon, désolé, je t'envoie la demande de micro. On t'écoute mon frère. Bonjour le panel. Bonjour. Je suis fier de monter sur votre panel parce qu'au moins il y a quand même des gens courtois et polis. Parce que généralement, j'avais dit je monte plus sur les panels de certains militants du MSC parce que je peux avoir mes temps, mais je déteste l'impolitesse et les insultes. Parce que quoi qu'on dise, on peut discuter même si on n'est pas d'accord avec certains arguments des uns des autres. Mais avec le débat, je pense que tout peut avancer. Bon, premièrement, je ne suis pas militant ni sympathisant du RDPC. Je suis du PCRN. Et je vais commencer mon débat à l'entente de la forme de l'État. Déjà, nous devons comprendre que la forme de l'État dépend des circonstances historiques de chaque pays. Et ça fait que les pays généralement centralisés, comme par exemple, où le gouvernement est unitaire, comme par exemple la France, a ses réalités. Mais nous avons constaté que dans la plupart du temps, dans les pays où il y a plusieurs cultures ou plusieurs langues, l'État unitaire cause un problème. Et c'est pour ça que vous verrez que la plupart des pays où il y a du fédéralisme, il y a plusieurs langues. Parce que l'État unitaire n'est pas vraiment approprié avec ce genre de réalités. Bon, le nôtre, il est un peu compliqué parce que nous avons des colonies.
comme je peux dire, nous avons des colonies, c'est-à-dire nous parlons anglais et français, mais même jusqu'à là, on a déjà beaucoup de problèmes avec l'État. C'est pour ça que nous proposons le fédéralisme communautaire. Le fédéralisme communautaire n'est pas une division. C'est peut-être le mot communautaire qui fait peur parce que quand on parle de communauté, on se dit qu'on se réfère peut-être uniquement à une langue. Mais on doit comprendre que les communautés sont d'abord culturelles. Elles ne sont pas que linguistiques, mais elles sont culturelles. C'est pour ça que je vais prendre le cas de l'Ouest. C'est pas une attaque, mais qu'ils comprennent. Quand vous allez par exemple à Douala, plus précisément, ou à Yaoundé, vous verrez que il y a des foyers. Et ce foyer, c'est d'abord les représentativités de cette localité ou de cette communauté qui les identifient et qui les permettent de savoir qu'on vient. Et c'est d'ailleurs une très bonne chose parce que c'est comme des ambassades dans un pays. C'est comme des ambassades dans un pays. Donc, nous, quand on propose le fédéralisme, c'est qu'il faut que l'État soit décentralisé et que chacun soit quand même responsable de sa donne. Nous voyons tous les difficultés que nous avons aujourd'hui où le problème que vous et moi nous parlions, c'est-à-dire quand on nomme par exemple un ministre ou un directeur général quelque part, sa communauté est faite. Elle est faite pourquoi? Parce que c'est une forme de victoire. Pourtant, ça ne devrait pas être ainsi dans une république décentralisée. Parce que dans une république décentralisée, si par exemple je suis du Nozo, du Nord-Ouest, et que les revenus ou les personnes qui sont au Nord-Ouest savent que non, s'il y a des revenus, c'est d'abord nous. On ne va pas fêter ça parce qu'on fait pourquoi? On fait parce que quand on nomme un ministre, c'est comme si on est en train de donner une part des gâteaux à ces ministres. Et pourtant que c'est pas normal. Pas du tout normal. Donc moi je pense que le fédéralisme est une très bonne chose déjà pour commencer par là. À partir de là, nous aurons nous aurons moins de problèmes par rapport aux réalisations. Aux réalités. Parce que je vais prendre le cas par exemple. C'est vrai qu'il y a des gens dans certaines parties qui pratiquent à peu près le fédéralisme. Je vais prendre le cas de la Sodecoton au nord. La Sodecoton, depuis qu'elle a été créée, le directeur général a toujours été de la zone. Ou par exemple la CDC. Quand dans le sud, je pense que c'est le nord-ouest, je ne sais pas, le nord-ouest ou le sud-ouest, les directeurs généraux ont toujours fait partie de la zone. Pourquoi? Parce que il est quand même normal que les gars de la CDC qui ont donné des milliers d'hectares de terrain pour qu'on construise, qu'on fasse l'agriculture du palmier à huile haute, doivent quand même bénéficier, puisque c'est de leur terrain qu'il s'agit. Donc le fédéralisme, c'est une forme d'État qui est, tôt ou tard, il faudra que le Cameroun ait des États fédéraux. Des États fédérés plutôt, parce que c'est le premier point. Maintenant, je viens sur la personne du professeur de Maurice Kamto pour est-ce qu'il peut diriger le Cameroun, oui ou non? Pour moi, c'est un leader comme tant d'autres, c'est-à-dire qu'il peut diriger le Cameroun. Mais maintenant, allons prendre en tant que Messi. Comme si lui ne dirige pas le Cameroun, il n'y aura plus d'autres Camerounais, le Cameroun va s'arrêter. Là, je dis que non, je ne suis pas d'accord. C'est un être humain qui a des qualités et qui a des défauts comme tout le reste. C'est-à-dire que pour diriger un pays, on ne doit pas être un messie. Quand on est un messie, on ne peut plus diriger un pays. Parce que le pays, la société est faite de tout genre de personnes. Et c'est d'ailleurs la première erreur que vous, les militants du MSC, vous faites. À croire que si Kamto n'est pas président, le Cameroun ne marchera pas. C'est une grave erreur. Une très grave erreur. De deux, on ne peut pas applaudir, ou comme on dit, on ne met pas le charrue avant le bœuf. Nous ne pouvons pas dire que non, il va faire l'extraordinaire. Non. Ça, on ne peut pas. De trois, je vais dire quelque chose. Il y a un sérieux problème même qui est déjà ce que nous appelons les colonies. Parce que jusqu'à preuve le contraire, nous sommes encore des colonies. Qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité. Nous ne sommes pas encore souverains.
On dira ce qu'on veut. Le Cameroun, comme tant d'autres pays africains, ne sont pas souverains. Donc, ne peuvent pas décider. C'est une réalité. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Le Cameroun n'est pas souverain jusqu'à preuve le contraire. Et on ne s'arrête pas seulement à la souveraineté monétaire. De toute façon, même la liberté, nous n'en avons pas. Parce qu'au moment où on parle là, on parle de souveraineté, on parle de développement, des réalisations, mais quand on n'est pas souverain, comment voulez-vous qu'on se développe? Je peux vous prendre le cas, citez-moi un seul pays de l'Afrique centrale, non, de l'Afrique sud-saharienne francophone qui est développé, en dehors des pays anglophones, citez-moi un seul. Pourtant, tous ont des richesses. Oui, on me dira, oui, le président Biya fait 43 ans. Certes, c'est bien beau. Mais sachez que les problèmes que nous avons au Cameroun, on les trouve au Sénégal, on les trouve au Togo, on les trouve au Bénin. C'est vrai. Hein? On les trouve au Bénin, pourtant qu'ils ont eu à changer 3-4 présidents, d'autres même à 5, jusqu'à même au 5e président, mais connaissent toujours les mêmes réalités. Donc, il y a un fait. Le président Biya, oui, sa longévité pose problème, parce que c'est lui qui fait le casting de ses ministres, il ne peut pas les dédouaner. Il ne peut pas dédouaner les ministres que non, lui les ministres sont coupables. Non, c'est lui qui fait le casting, c'est lui le chef de l'État, c'est lui qui nomme les ministres. Et là, on ne peut pas lui dire, on ne peut pas dire que non, il n'est pour rien, pourtant que c'est lui qui nomme des ministres. Donc, quand vous faites un casting et que ça se passe mal, vous êtes le premier coupable. Vous êtes le premier coupable. Le président Biya, là, il a un problème. Acceptons-le, là il y a un problème. C'est bien que les militaires vont nous dire que oui, c'est pas lui le problème, comme notre frère sénateur disait tantôt. Oui, mais c'est lui le premier problème. C'est lui le premier problème. Et même si il arrivait qu'il soit incapable de réagir, qu'il a la corde au cou, qu'ils nous disent qu'ils disent au peuple camerounais que là où vous voyez, je suis prisonnier. Je ne peux rien faire. Là, le peuple se réveille et le soutient. Mais si tu ne parles pas, tu restes sournois. Tu ne viens pas agir. Comment saurons-nous que tu es embrigadé? On ne peut pas le savoir. Et déjà qu'il n'y a pas longtemps, il y a à peine 5 ou 10 ans que Internet est venu ouvrir les yeux aux Africains. On ne comprenait rien de la politique. On ne comprenait rien de la politique. La force a chuté. Tu vas reprendre un deuxième tour de parole après, s'il te plaît. D'accord, bon. Je vais donc laisser les autres parler. Donc, mais je suis arrêté sur ces deux flancs. Le troisième, je pense que je vais laisser les autres. Je parlerai sur le troisième flanc plus tard. Que d'autres prennent la parole. Merci. Pas de souci. T'as vaincu à toi la parole, mon frère. Ah, merci Vanessa. C'était... En tout cas, je ne vais pas revenir sur ce que le frère a dit en passant. Bon, parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut venir sur un panel pro comme tout et demander ou on n'est pas supporté comme tout. Ce n'est pas... Je ne sais pas. Bref, je reviens juste sur ce qui a été dit avant ça. Et j'aimerais ici, en fait, je vois qu'ils sont tous partis. Ils sont tous partis parce que bon, peut-être qu'ils n'ont pas supporté qu'on a demandé qui est le gardien. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même continuer sans eux. J'espère qu'ils sont à la fenêtre et tout. Je vais lire, je vais lire un texte, c'est pas long. Sur Thomas Sankara, parce que quelqu'un a dit ici là que Paul Biya, il est tellement prudent qu'il ne veut pas faire des choses bêtes. Donc, moi, j'ai compris dans ça, ce qu'il disait que Sankara était bête. Sankara, en 1982, 1989, je pense, il a fait un discours en août, j'oublie la date exacte, mais c'était sur la révolution. C'est que, à quoi c'est la révolution? Et voilà ce qu'il disait. Il disait que notre révolution n'aura de valeur que si, en regardant derrière nous, en regardant à nos côtés et en regardant devant nous, nous pouvons dire que les Burkinabés sont, grâce à la révolution, un peu plus heureux parce qu'ils ont de l'eau saine à boire, une alimentation abondante, suffisante, une santé resplendissante, des logements décents, mieux vêtus parce qu'ils ont l'éducation, droit au loisir, parce qu'ils ont l'occasion de jouir de plus en plus de liberté, de plus de démocratie, de plus de dignité. Donc, si on me dit que Paul Biya est plus panafricain que Sankara, qu'il a fait plus que Sankara en Afrique, on m'explique comment est-ce que sa révolution, son panafricanisme n'a pas donné ce que Sankara a cité ici, à savoir l'éducation, l'eau saine, l'alimentation, la santé, les logements décents et être mieux vêtu. Qui lui disent comment est-ce que ça se fait
que Paul Biya, en 43 ans, je dis même 43 ans, n'a pas pu nous apporter ces choses-là. Le Cameroun a un budget, en 2025, le budget prévisionnel était de 7 000 milliards environ. Oui, 7 000 milliards. C'est-à-dire qu'au Cameroun, ils ont voté un budget de 7 000 milliards, je reviens, voilà, 7 317 milliards de francs CFA. Budget prévisionnel 2026, pardon, 2026 du Cameroun. Dans ce budget-là, 5 663 milliards de francs CFA sont alloués au fonctionnement de l'État. Pour que l'on comprenne ce que signifie fonctionnement de l'État, je vais vous prendre l'exemple simple. Imaginez que vous avez 1000 francs avec lesquels vous devez aller au marché, faire des achats. Dans les 1000 francs, vous devez utiliser maximum 300 ou 400 pour prendre le taxi, acheter à manger, peut-être même faire le pari, tout vous voulez. Et le reste, c'est des minimum, vous devez arriver au marché avec minimum 600 francs. Au Cameroun, c'est le contraire. Au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Dans les 1000 francs là, on va utiliser 600 pour manger, pour entraîner les tisards, pour partir faire le pari foot, pour prendre les yango, pour voyager. Et maintenant, on va arriver au marché avec 400 francs ou bien 300 francs parfois. Donc, on a un État qui fonctionne à perte. Donc, tu arrives au marché avec la moitié de ce que tu devais utiliser pour acheter les choses. Comment tu vas te développer avec ça? Comment tu vas te développer avec ça? Moi, je ne comprends pas comment Gabriel est panafricaniste. D'après ce qu'il dit, parce que je pense que le sujet étant, si on peut faire confiance au procès Kamto, ils ont ramené ce sujet pour faire comprendre à quel point leur champion est plus panafricain que Kamto. Je ne comprends pas comment est-ce qu'un panafricain qui a le souci de sa population, parce que le panafricanisme, c'est d'abord ça. Sankara qui explique ce qu'il explique là, c'est parce que le panafricanisme est d'abord humaniste. Comment ça se fait qu'on a ces personnes-là, un monsieur en 43 ans n'a pas pu faire ce qu'il a eu à faire, a utilisé on a dit qu'en 43 ans, il a passé près de 4 ans en Suisse. Autant de choses, mais on nous venait faire croire qu'il se soucie du pays. S'il vous plaît, ceux gens qui nous écoutent là, arrêtez d'associer Paul Biya au panafricanisme. Ce monsieur n'est pas panafricain. Il a usurpé ce titre-là et il a galvaudé. Aujourd'hui, n'importe quel rentant-plan peut dire qu'il est panafricaniste parce que, soi-disant, Paul Biya est panafricain. Un monsieur qui a dit, annoncé, et ça, ce sont ses mots, quand il déclarait la guerre contre Boko Haram, il a dit, et je cite, si les maquisards, les dépendantistes ne sont pas dépassés, ce n'est pas le Boko Haram qui vont être dépassés. Donc, je répète encore parce que je parle un peu vite, puisque je suis un peu en colère avec ce que j'ai écouté ici. Il a dit, je répète, si en 60, nous avons réussi à massacrer les maquisards, un mouvement révolutionnaire, ce n'est pas le Boko Haram qui vont nous dépasser. Un monsieur qui a avoué en souriant devant... S'il veut discuter, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un monsieur qui a avoué devant la télé qu'il a massacré Oumiobe, qu'il a massacré Wanze, qu'il a massacré Moumié. Tous ces gens-là qui se battaient pour nous, ce monsieur-là, on l'appelle le panafricain. Mais vous êtes malade. Mais ça commence comment on associe ce monsieur-là au panafricanisme? Ça commence par où? Déjà, aujourd'hui, on traite Wanze et les autres de bandits. Il a signé un décret en 92, pas par gaieté de cœur, parce qu'il était sous la pression des mouvements contestataires. Il a signé un décret comme ça, là, pas vite, où il a mélangé Aïdjo dedans, parce qu'il fallait qu'il fasse quelque chose pour réhabiliter les noms de ces héros-là. Ces héros qui, il faut aussi le noter, étaient massacrés quand il était au gouvernement. Parce que quand ces gens qui aiment dire que quand il était au gouvernement, quand on massacrait les gens en 2018, là, qui dit aussi à Abu Dhabi de nous dire comment ce qu'il faisait chez Aïdjo, quand Aïdjo a massacré les gens pendant le maquis. Quand ce monsieur-là, il les réhabilite, aujourd'hui, on les traite de bandits, il ne dit rien, aucune sortie. Si vous voulez aller fouiller, il a nommé ses ministres, nommé ses gens, nommé ses généraux. Dans son pouvoir d'abord, si vous voulez tuer vous, d'ailleurs, c'est même lui qui m'alimente tout ça pour diviser les Camerounais. Il va venir faire croire que c'est un panafricain. Par contre, on a là monsieur Kamto, qui dans son programme politique, la première des choses, que ce soit le chantier 1, 2, 3, 4, 5, quand vous voulez demander quel sera le financement de ces chantiers, la première des choses à laquelle vous devez penser, c'est qu'il y aura une réduction du train de vie de l'État. Ça veut dire que, comme j'expliquais au départ là, on va vraiment utiliser les 300 francs là et aller au marché avec 700 pour que le pays fonctionne. On est dans un pays où 60 milliards de francs CFA sont utilisés comme frais de bouche. Je dis frais de bouche, dans les cérémonies où on achète le pain chargé, tout ça là. 60 milliards. Le professeur Kamto, comme il le dit lui-même, un bon père ne veut pas tout enlever ça. Il va réduire juste de moitié.
et il y aura 30 milliards. Calculez combien 30 milliards peut servir pour acheter les couveuses. Donc, quand vous nous dites qu'il n'est pas panafricain, je préfère cette personne-là qui, dans son programme politique, qui a une feuille de route, qui nous dit ce qu'il va faire, qui nous dit comment est-ce qu'il va donner l'eau aux Camerounais, le logement aux Camerounais, l'éducation, les bons vêtements et la liberté, la démocratie, comme Sankara le disait. Donc, si Sankara est panafricain et que Maurice Kamto me dit qu'il va m'apporter ce que Sankara disait, ce que c'est que la vraie révolution, alors Maurice Kamto est panafricain. Point barre. Maintenant, à côté, je vais ramener à tous ceux qui sont ici là, allez écouter la conférence du professeur Kamto en 2020 à l'Université de Montréal, où il parlait de décolonisation structurelle. Dans cette conférence de 1 heure, je pense, il dénonce les accords. Non seulement mais il explique pourquoi nous ne sommes pas indépendants. C'est un discours révolutionnaire. Je dis c'est un discours révolutionnaire. C'est dans cette conférence-là qu'il nous dit même qu'au Cameroun, comme les gens aiment toujours raconter qu'il n'y a pas de base militaire là, il nous informe qu'au Cameroun, il y a oui, merci Maro, déclaration inachevée. Il nous raconte qu'à Douala, on a la MISLOC, qui est une base logistique et est inviolable. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les Français ont une base au Cameroun qui est logistique, et cette base-là est inviolable. Ça veut dire que les Camerounais ne peuvent pas accéder à cette base-là. Imaginez que vous avez un appartement, vous louez une chambre, même pas que vous louez, c'est même trop dire. Imaginons que vous vivez à une personne, et puis c'est votre maison, mais la personne y vit. Mais en fait, vous êtes dans une même maison, quoi. Et maintenant, la personne décide que la partie ci là, c'est ma part, tu n'entres pas dedans. Pourtant, c'est votre maison. Et le gardien ne dit rien. Wonderful. Voilà comment ça se passe. Et lui, il ne dit rien. Parce qu'on dit qu'à Colonial. C'est là, tu as fait mon frère, c'est la taf fui à cause de l'histoire du gardien. On dit que le monsieur a dénoncé, a sorti des accords coloniaux, mais on ne sort pas d'un accord qu'on n'a pas dénoncé. Il n'a jamais dénoncé les accords. Avant de sortir, comme ils font toutes les choses en cachette, selon eux là, avant de sortir des accords, il faut d'abord dénoncer. Quand on montre un document de Paul Biya où il dénonce ces accords-là, avant de me dire qu'ils ont sorti les accords, on dénonce d'abord. C'est ce que l'AES, comme ils ont créé bateau l'AES, là, a fait d'abord. On dénonce d'abord. Dénoncer n'est pas difficile. On écrit un communiqué, on publie, c'est tout. C'est ce que l'autre a fait au Tchad. On dénonce d'abord. Voilà. Et pour finir, la base logique de Douala, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à base logique, ça veut dire que si il y a une guerre au Tchad, une guerre en Sud-Afrique, une guerre en Guinée ou bien une guerre au Gabon, c'est pas la base de Douala là que les armées vont venir. C'est-à-dire que c'est même pire que ce qu'ils appellent parfois base militaire là, puisque c'est à partir de là, quelqu'un a parlé ici de l'opération Sangaris, c'est à partir de là qu'on va fournir les armes aux Nations Unies pour qu'ils aillent déstabiliser les régions de l'Afrique centrale. Et on nous dit que ce monsieur-là, qui n'a pas les couilles de dénoncer ces choses-là, est panafricain. Donc il va être prudent, mais il va on est panafricain. Pardon, arrêtez. Monsieur Maurice Kamto nous a dit ce qu'il va faire pour le pays. Et ce qui m'intéresse, moi, en tant que Camerounais aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si on défend ça ou pas. Ce n'est pas de savoir s'il y a ça. C'est de pouvoir manger, de pouvoir vivre de mon salaire. C'est de pouvoir aller à l'école, de pouvoir me soigner. Voilà ce qui m'intéresse aujourd'hui au Cameroun. Donc, on arrête de nous raconter les choses qui n'ont aucun sens. Merci. Merci beaucoup. Très belle prise de parole. Emma, je ne sais pas si tu veux parler. Tu ne veux pas parler, dans la parole à Oum. Je voulais juste rajouter que, au-delà même de tout ce qui est les gros actes qui vont montrer que M. Paul Biya n'est pas panafricain, il y a même des subtilités. C'est-à-dire que le panafricanisme prône l'idée selon laquelle il faut l'indépendance totale du continent africain, mais que ça va passer justement par l'unité et la solidarité entre les Africains. Et donc, si quelqu'un est panafricain, il doit même déjà être amoureux des rencontres qui favorisent les initiatives interafricaines. Quand vous voyez la présence du président Paul Biya dans les initiatives intra-africaines. L'Union africaine, la dernière présence de M. Paul Biya se limite à janvier 2013. La CEMAC, novembre 2019. Bon, il y a eu plus récemment, là, mais parce que c'était à Yaoundé. La CEAC en 2015. La ZECLAF en 2018. Il n'y assiste pas.
Vous voyez, et même dans les initiatives, là, le peu de fois où même le Cameroun est représenté, c'est des délégations qui y vont. Il n'y a pas d'initiative, c'est-à-dire que le Cameroun ne prend pas des initiatives concrètes et le lead sur les projets. On va sortir un projet et le Cameroun va passivement entrer dedans en disant que ok, on fait aussi, mais il n'y a pas un réel truc et il n'y a pas de panafricanisme sans nationalisme. Vous ne pouvez pas avoir dans quand il y a eu l'effondrement de la digue au nord Cameroun, ils ont dédommagé, je sais pas combien ils ont débloqué, mais ça équivalait à 1750 par personne. Alors que quand il y a eu le séisme, autant pour moi en Turquie, c'était combien de millions qui ont été. Donc, vous ne pouvez pas être, je reprends encore mon exemple du gardien, je suis désolée, c'est mon combat les temps-ci. Vous ne pouvez pas être dans une maison. Vous êtes le gardien d'une maison. On vous dit que dans votre maison, il y a la fuite d'eau. Vous donnez 1000 francs. Et vous apprenez que le voisin, c'est même pas le voisin parce que la Turquie est à combien de kilomètres, même historiquement, même culturellement, on n'a même pas vraiment de lien. Vous entendez que dans un autre quartier, il y a eu une petite étincelle. Vous sortez 100 000 francs. Pourtant, dans la maison que vous gardez, il y a eu un problème, vous sortez 1000 francs. Vous êtes quelle qualité de gardien? Ça, c'est dingue. Ma question, c'était par rapport à Monsieur MB Moses, qui nous a... en fait, il a fait des choses de drôles. Il nous a parlé du fédéralisme communautaire qui ne répond pas à une question. Hein. Et après, il a posé une question, celle de la souveraineté du Cameroun. Ma question est la suivante. En quoi est-ce que le fédéralisme communautaire pourra favoriser la souveraineté du Cameroun selon la conception du PCRN ou de Cabral Libye? Je ne sais pas lequel des deux porte le sujet. Merci. Laisse, non, attends, laisse et te répond après avec. Sinon, ça va s'étaler là. D'après moi. Ok. Ok. Bon, moi, s'il te plaît, je vais pas rester longtemps parce que d'un moment à l'autre, je vais laisser les autres. Bon, déjà, il faut qu'on sache que quand je parle du fédéralisme, le fédéralisme, d'abord, je parle après je vais parler de la souveraineté. Je pense que pour être fort, il faut être uni. À partir du moment où on n'est pas uni, on est divisé, on ne peut pas avoir l'union pour avoir la souveraineté. Si moi, mon combat m'engage, ma famille, moi, ou ma communauté, moi, toi, ton combat t'engage pour ta famille et ta communauté, le jour où il y a un problème, moi, je ne viens pas t'aider. Donc, déjà, nous devons le savoir d'un. De deux, si tu regardes très bien les pays souverains aujourd'hui, je prends le cas de l'AES, je prends les 3 pays. Au Mali, ils ont, c'est vrai qu'ils ont des communautés, mais ils sont tous presque des Bambara. Il y a quelques rappels, mais ils parlent tous Bambara. Tous. Et vous verrez que même malgré le fait que le Mali, vous verrez que les Maliens ont eu beaucoup de difficultés à se libérer à cause du problème, à cause des Gao, où il y a un peu les Touaregs. Pourquoi ils ont eu le problème? Parce que là-bas, ils se considèrent pas comme les Bambara. Et ça a amené terriblement de problèmes. Au Burkina, ils passent presque tous la même langue. Au Niger, c'est pareil. La plupart, c'est les Aoussa et machin. Donc, honnêtement, pour avoir la souveraineté, nous devons d'abord être unis. Si on est déjà divisé, on va en rang dispersé. On n'aura jamais une souveraineté au Cameroun. Nous devons d'abord être unis. Et cette unité commence d'abord par l'entente. Parce que le fédéralisme n'est pas une division. Je ne fais que le répéter. Le fédéralisme n'est pas une division. Donc, quand on est divisé, on ne peut pas. Il faut l'union et cette union nous permettra d'avancer. Donc, je pense que en un mot, je réponds les 2 questions à la fois. Merci. Laisse Oumniobé parler d'abord, hein. On va continuer après. Salut à tout le monde, salut Vanessa. Bon, je voulais revenir, je veux juste continuer sur le dernier mot de la parole de Maryse quand elle a parlé du panafricanisme du chef de l'État en définissant le concept panafricain. Moi, je vais le définir plutôt sous un autre angle pour dire encore que vraiment ceux qui ça zade de dire que le président Paul Biya est panafricain. Moi, je sais pas s'ils sont en train de jouer avec nous ou ils sont en train de se moquer de nous. Quand on sait que le panafricanisme, c'est aussi ce courant d'idées ou cette doctrine qui prône le rapprochement entre les peuples noirs et leur diaspora.
et leur diaspora. Vous savez ce que Paul Biya pense de sa diaspora? Vous savez ce qu'il nous a dit en 2011 sur le code de la nationalité, que lui, il allait retoucher ça, afin que les cerveaux et la fuite de cerveaux, Dieu sait combien ils fuient le Cameroun pour qu'ils puissent revenir. Il n'a jamais touché. Les Camerounais, du fait qu'ils aient pris des nationalités ici, sont bloqués. Et ça, c'est Paul Biya. Il a dit même dans la définition élémentaire du panafricanisme, il ne s'inscrit pas. Quand on prend l'une de ces définitions élémentaires, on ne le retrouve même pas dedans. Parce qu'il combat sa diaspora. Il y a dans le code de la nationalité, la loi du 11 juin 1968 est claire. Il déchoit carrément tout Camerounais ayant pris une nationalité étrangère. Donc, de par seulement cette définition-là, quand on regarde les peuples comme le Bénin, qui font appel à leurs citoyens qui sont partis il y a de cela des siècles, c'est-à-dire des Noirs américains, ils leur redemandent de revenir. Paul Biya se met aux antipodes des idées comme ça. Mais je dis, il n'est surtout pas panafricain. Donc moi, je voulais d'abord passer par là et je voulais juste dire ça. Et revenir aussi sur... Vraiment, j'ai écouté certaines personnes ici, on appelle le sénateur. Vraiment, souvent, il y a des gens terribles. Quelqu'un vous dit que le peuple n'a pas compris des enjeux. Merde, c'est quoi ces enjeux dont il parle? Il te parle de la géopolitique. Des gros concepts hein, pour empêcher tout le monde de comprendre. Ils sont un gros mot comme ça, la géopolitique. Mais tu te poses la question que dans le mot géo et politique, on a géo qui est un diminutif de géographie, qui réfère à la géographie, et on a politique. Et l'une des définitions élémentaires de ce truc-là, c'est quoi? C'est l'étude des interactions entre la géographie physique et les relations internationales. Bon, maintenant, il y a des caractéristiques, c'est-à-dire il y a des facteurs d'analyse. Ça analyse quoi? Ça analyse la localisation géographique des ressources humaines, des ressources naturelles, le climat, la démographie, la topographie, et le comportement des États sur la scène internationale. Voilà ce qu'il dit que les Camerounais n'ont pas compris. Voilà ça. Hein. C'est-à-dire que moi, je me dis que mais je veux même te croquer. Nous, on n'a pas compris ça. Tu as un chef d'État qui est nul, monsieur. Il est nul. Il y a 1000 exemples pour le démontrer. Tu prends cette définition aussi, tu la ramènes dans le cas du Boko Haram et tu dis que les populations, monsieur, tu t'inscris en faux. Les populations du Cameroun, particulièrement de l'extrême nord, n'avaient pas contribué ou n'avaient pas compris ce que tu es en train de dire là. Je te jure que le Boko Haram aurait pris l'extrême nord du Cameroun. Les populations, Vanessa, tu peux aller sur Internet. Il y avait même, si tu te rappelles, les gens s'étaient même réunis en comité de vigilance pour aider l'État. Ils donnaient du renseignement, il y avait les comités de vigilance dans les sécurités, dans des villages qui contribuaient. On appelait ça les initiatives citoyennes pour aider l'État à combattre le Boko Haram. Il y a un moment, il y a même eu tous les Camerounais de toutes les régions faisaient des dons. Quand tu allais dans les supermarchés comme Aïma, les gens faisaient des dons. On déposait l'argent. On a cotisé. Il y a eu l'effort de guerre. On appelait ça l'effort de guerre. Tout venant de tous les Camerounais. On a tout donné à Paul Biya. On lui a donné le pouvoir suprême sur l'armée. Il nomme à toutes les fonctions civiles et militaires. Il a les services de renseignement. Il a les services du contre-espionnage. Il a la gendarmerie, la police. Tout le système de défense, on lui a tout donné et l'État camerounais a même mis extra de leurs impôts. Ils ont encore mis l'argent. Et quelqu'un vient te dire que nous, on n'a pas compris. Mais si ce n'est pas la magie, mes frères, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il attendait d'autre? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre que ça? Je vais te prendre une situation parallèle, Vanessa, pour te montrer où les populations camerounaises lui ont dit carrément, non, on n'est pas tous d'accord avec toi. Regarde le Nozo, qui leur donne le renseignement. Et personne, les populations du Nozo ne sont pas d'accord, beaucoup de Camerounais ne sont pas d'accord sur le Nozo, sur sa façon de faire. C'est pour ça que l'armée échoue.
J'entends certains comme eux dire que si Paul Biya voulait faire le nozo, il allait résoudre ça en 2 jours. Je ris, hein. Mais vous me faites mourir de rire. Hein. Donc vous croyez que lui peut résoudre le problème avec la force et il n'a pas résolu parce qu'il les aime beaucoup. Lui qui te dit qu'il a maté les maquisards. Lui qui te dit qu'il a maté le Boko Haram. Lui, et il te dit que le nozo, il pouvait résoudre la force, il n'a pas pu résoudre. Vous êtes des rigolos, mes frères. Le nozo, déjà, quand tu connais la géographie de la zone, tu attaques la Suisse à midi, tous entrent dans les montagnes et ils vont te battre. Personne n'attaque la Suisse. C'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Hein. Non, c'est faux. Ou c'est pas parce qu'ils gardent l'argent des gens, c'est faux. Ça, c'est une raison même très... Alors, ça serait même une vraie raison même de les attaquer. Mais posez-vous la question, mais pourquoi personne ne les attaque? L'un des rares pays qui a reçu, c'était la Suisse. Et ça, c'est une grosse expérience que la France a. Je pense même que c'est pour ça qu'ils ont pu mater les maquisards facilement. Les États-Unis ont fui devant l'Afghanistan. La Russie a essayé 2 fois. Tous, ce sont les peuples des montagnes. Ils ont une seule particularité. Une seule. Quand tu les poursuis, ils entrent dans les montagnes. Et c'est ce que les gars du Nozo font. Vanessa, si tu crois que ce que je te dis est faux, prends toutes les vidéos du Nozo. Regarde comment l'armée est. Regarde où sont les gens. Si tu doutes, vous allez gravir les collines de l'ouest de Bamileke avec quoi? Avec quel char? Avec quoi? Avec quel matériel? C'est la particularité des peuples des montagnes. Il fallait amener les maquisards même dans le Mungo. C'est la preuve. Le quartier général de la Nelka, c'était où? C'était, ils appellent le village de Bamileke là, comment là? C'est quelque part entre Bangou et Bafan là-bas. Ils appellent ça comment? Oh, j'ai oublié ça. C'est un peuple de cailloux. Il n'y a que le caillou là-bas. J'ai dit que quand tu es là-bas, hein, je me pose souvent la question comment ils plantent même, ils font comment pour cultiver? Donc, quand vous venez de dire que Paul Biya, il ne peut pas. Il ne peut pas. L'armée ne peut pas les battre facilement. Les moyens de logistique que dispose l'armée dans ce genre de coin-là, tu ne peux pas. Les Américains ont fui devant les Moudjahidines en Afghanistan. Les Russes ont fui 2 fois. Même l'État helvétique, après la France, a encore fui. Même le chancelier allemand n'a pas attaqué la Suisse. Je parle de celui dont on ne prononce pas le nom. Il n'a pas tant. Il avait créé l'opération Tannenbaum. Il a essayé, lui-même a dit que fuyant. Les gens s'y allons plutôt négocier. Badenkop, voilà. Le village des Badenkop. Ils avaient mis leur quartier, les maquisards avaient mis leur quartier général là-bas. Là-bas, là, tu vas bombarder la pierre. J'ai dit les Allemands ont fui devant les Suisses. C'est pas parce que les Suisses avaient la force, hein. Il faut réfléchir. Moi, je pense que vous avez une de ces conceptions de puissance de l'armée du Cameroun. Moi, je voudrais songer que... Vous savez même que c'est une jeune armée et c'est un jeune pays. Et ça ne fait même pas longtemps, le président de la République a créé un centre où on forme les militaires dans le combat des montagnes. Ça se trouve à Bouddha. C'est aller taper, je vais te montrer ça une autre fois parce que j'ai un organigramme du système de défense du pays. Je vais te montrer ça dessus. Ça se trouve à Bouddha. Donc vous pensez que vous allez aller battre. J'ai dit prends toutes les vidéos du Nozo. Regarde où se trouve l'armée. Ils se mettent toujours là-bas, ils vous voient. Vous venez, ils vous voient. C'est vous qui venez, non, ils vous voient. Et c'est un avantage terrible dans la guerre. Donc arrêtez de spéculer comme quoi l'armée a la possibilité de battre ces gens. Et ne les bat pas parce qu'ils les aiment beaucoup. Seulement la géographie de ce coin-là leur confère un avantage terrible. Et notre armée n'est pas assez mature, elle n'est pas assez équipée pour faire face à sa population. Déjà, la population ne leur donne pas du renseignement. Ça, je te convoque cette situation-ci pour te montrer un cas où le peuple camerounais n'a pas été d'accord avec le chef de l'État et regarde ce que ça a donné. Je te convoque ça après avoir convoqué le cas du Boko Haram où le peuple camerounais a été d'accord avec le chef de l'État et on a vu les résultats. Donc, pour dire quoi? Le peuple camerounais a tout donné au chef de l'État. Pour celui qui vient nous parler des histoires comme quoi le gardien est sorti, le chien a voulu mordre, c'est une gymnastique intellectuelle qui n'a même pas de sens. On lui a tout donné. Il a tous les moyens. Donc, s'il a échoué, qu'il assume son échec, on ne mesure pas la grandeur et la pertinence d'un capitaine de bateau simplement quand la mer est calme. Non,
on mesure aussi la grandeur d'un capitaine de bateau par sa capacité à amener le bateau à la rive, bien quand la mer se déchaînait et qu'il y avait des vagues gigantesques. Vous, au petit défi, vous commencez à justifier que, wow, il y avait ceci, wow, il y avait cela. Mais attendez, mais il est donc président de quoi? C'est un roi. C'est un roi qui s'assoit, il préside le pays comme si c'était... Attendez. On veut aussi voir des grands défis qu'il a menés. Comme peut-être Bakassi, ça a été un truc qu'il a fait. On le met à son actif, on lui tire le chapeau. Mais après ça, c'est le vide. C'est le néant. Faut qu'on l'accepte et on passe à autre chose. Donc, il ne faut pas venir nous parler de la géopolitique pour nous dire qu'on n'a pas compris. On a tout compris. Et la constitution du Cameroun est claire. Une fois le président voté, même pas une fraction du peuple ne peut se lever pour lui demander de partir. Faut arrêter ça. Quand vous dites que les Camerounais n'ont pas compris, n'ont pas suivi, quels sont les éléments que vous avez qui démontrent ça? Lesquels? L'armée a désobéi. La population n'a pas répondu aux aides... à l'armée et au gouvernement. Les populations n'ont pas payé leurs impôts. Qu'est-ce que nous on a fait? Quand vous voulez nous dire que nous on n'a pas compris la géopolitique internationale, des concepts creux. Si tu veux parler de géopolitique, va t'asseoir à l'IRIC, tu parles de ça là-bas. Tu vois ce que moi je voulais dire, et je voulais venir sur un autre secteur. Moi, quand il parle même de ça, les échecs du président de la République sont visibles. Je peux te convoquer encore certains éléments. Je te prends un cas simple. Si tu pars sur la page de la CIATV télé là maintenant, ils sont en train de promouvoir certaines femmes. Certaines femmes qui ont fait carrément plus de 20... Je te prends un cas, Madame Marie-Claire Nana, le directeur de la Sopecam, qui est bonne, madame est nommée depuis 2002. C'est-à-dire, elle est PDG depuis 2002, Vanessa. La loi du Cameroun est claire. Tu peux être PDG d'une société d'État pendant plus de 9 ans. Mais la CIATV est en train de la célébrer. On te dit même que c'est un exemple. Une criminelle qui viole la loi. Au vu et au su de tout le monde. Mais on la célèbre. Puisqu'on demande, on dit même que c'est un modèle. Mais je dis, vous allez nous dire que nous, on n'a pas compris la géopolitique. Où est Paul Biya pour demander à cette femme de partir? Je te reprends un autre cas. Madame Biwele, qui était aussi PDG d'une société. Ondoa Biwele, qui était PDG de la société de management de l'État. Mais elle a démissionné, son temps est arrivé, elle est partie, elle a dit que moi je ne viole pas la loi parce que je peux ne pas être reprimandé sous cette présidence si mais un autre président vient, on m'arrête. Paul Biya, bon monsieur est couché dehors, il laisse quelqu'un faire 23 ans, 25 ans, 30 ans sur des postes et tu crois que tu vas apporter quoi dans de plus après avoir fait ce genre de temps là à une entreprise? Tu vas seulement voler. C'est-à-dire que tu as dépassé le niveau où tu pouvais tout apporter. Mais les gens viennent te dire que non, on n'a pas suivi la géopolitique internationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Luc Ayang, je te dis que celui-là alors, mais c'est un roi. Président du Conseil économique et social. Mais c'est un royaume, Vanessa. Ils vont venir te dire que nous, on devait faire quoi? Qu'est-ce que nous, on devait faire? Bon, je laisse ça. Je vais revenir sur le cas de Moses, qui est un ancien du RDPC en Espagne. C'est comme ça qu'il s'est présenté à moi. On se connaît bien. Bon, moi, je vais venir, il a parlé de la souveraineté de l'État. Et il a parlé du PCRN, et il a parlé de la souveraineté. Déjà, moi, je vais lui dire un truc. La souveraineté de l'État... La souveraineté de l'État, ce n'est pas ce que tu... Une seconde. Quand tu parles de souveraineté, de l'État, c'est simple. C'est un concept en droit international qui désigne l'autorité suprême et exclusive qu'exerce un État sur un territoire et sa population. C'est ça la souveraineté. Et il y a des concepts qui disent souvent que elle n'est pas totale, elle n'est pas ceci. Voilà ce que c'est que la souveraineté. Et généralement, beaucoup de peuples, même la France subit
des aléas des pressions internationales partout. Maintenant, quand tu parles du PCRN et tu me dis que le fédéralisme communautaire n'est pas un danger, je te dis que, monsieur, le fédéralisme communautaire est un réel danger pour la cohésion et de vivre ensemble au Cameroun. Et je pose toujours cette question à tous les partisans du PCRN. En quoi diviser les Camerounais sous le prisme de leur appartenance sociologique serait ou apporterait un plus dans l'avancement de notre économie? En quoi? Il n'y a même pas... C'est-à-dire, ils ne te donneront aucune réponse. Je peux te répondre. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu vas répondre après, s'il te plaît. Mais je peux te rassurer que je vais te prendre les gens à témoin. Il ne te donnera pas, c'est-à-dire les éléments qui démontrent que le Cameroun connaîtra un essor économique majeur quand on aura casé les Bamileke entre eux, les Bassas chez eux et les Nordistes chez eux. Moi, j'attends la réponse. Même à Cabral Libi, je vais le lui poser, mais je sais qu'il ne me donnera pas une réponse normale. Et je vais te dire, le Cabral Libi a pris le modèle de la Belgique pour nous parler du PCRN. Mais peut-être il ne sait pas. Et je pense que tu vas lui dire, le jour où tu l'auras en face, il faut lui dire qu'on a en Belgique ce qu'on appelle la nouvelle alliance flamande, le NVA. C'est un parti de sécessionnistes. C'est-à-dire que, comme Cabral Libi dit qu'ils font le fédéralisme communautaire, c'est qu'il dit, je veux donc lui dire que si c'est le modèle belge qu'il veut prendre, il faut qu'il sache qu'il doit entérimer des partis sécessionnistes. Parce qu'on a ça en Belgique, ils sont deux. On a le Vlan Belang. Tu peux taper sur Internet. Ils sont représentés à l'Assemblée nationale. Ils prônent la décomposition et la désintégration de l'État belge. C'est aussi ça, le fédéralisme communautaire. Il faut aussi l'accepter. C'est ce que j'avais à dire. Vanessa, tu ne Non, s'il te plaît, Vanessa, une minute. Le problème, c'est que les gens interprètent beaucoup mal le fédéralisme communautaire. Je ne sais pas pourquoi ils pensent que le fédéralisme veut dire que chacun rentre chez lui. Cabral a déjà dit plus d'une fois, le fédéralisme ne veut pas dire que chacun va chez lui. Le fédéralisme n'est pas très différent de ce qu'on appelle du libéralisme ou encore de la décentralisation. C'est presque la même chose. C'est ce prisme, peut-être c'est le mot communautaire qui est un problème. Nous avons un sérieux problème au Cameroun aujourd'hui. Comme tu dis que bon, ça va amener la division. Est-ce que les Camerounais sont unis au moment où je te parle là? Est-ce qu'on n'a pas des problèmes de temps en temps entre les Chika et les Bamoun, entre le Mundan et les Ki? Il y a toujours eu des problèmes. Bien avant le fédéralisme, on ne le pratique même pas encore. La réalité est que quand il y a déjà plusieurs idéologies ou plusieurs langues dans un pays, plusieurs langues nationales, comme par exemple, nous on parle, ceux parlent le Bassa, l'autre parle peut-être la Haussa et tout. Il y a toujours eu ce problème. La preuve, c'est que je te reviens sur l'Espagne. Parce que moi, j'ai vécu en Espagne, comme tu l'as dit. Je n'ai jamais été du RDPC. Mais je te rappelle que le fédéralisme, même en Espagne, qui est décentralisé, il y a des problèmes. Il n'y a pas de problème parce que c'est le fédéralisme. C'est que quand il y a déjà plusieurs langues ou plusieurs communautés, ça cause problème. Même en France où nous parlons là, pourquoi il y a le problème parfois au Pays Basque et en Corse? Parce qu'ils ne se sentent pas français. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur langue. Est-ce que tu ignores le problème corse? Qui ignore le problème corse? Il y a une réalité, c'est que tant qu'il y a déjà des communautés, ce n'est pas facile de les unir. Et ça, nous devons le reconnaître. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois qu'on le dit, les gens prennent que non. Il n'y a jamais, Cabral n'a jamais dit que chacun rentre chez lui. Je dis et je réintègre. Le fédéralisme, c'est comme la décentralisation. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chacun devrait gérer d'abord, je dis bien d'abord, n'est pas la décentralisation, sinon ce ne serait pas deux mots différents, s'il vous plaît. Oui, voilà, c'est presque la décentralisation. Afin que chacun puisse gérer les biens de sa commune, un préfet de sa commune, un gouverneur de sa commune, et ça aide.
C'est pour ça que, donc, c'est un peu ça. Bon, je vais devoir vous laisser, Vanessa, merci Non, beaucoup. non, il faut rester. Moi, c'est monté pour toi, mon frère. Il faut rester. Eh, mon frère, je suis en train de... Non, reste, reste. Non, par respect, je dois aller écouter un débat. C'est monté pour toi, mon frère. C'est monté pour toi. C'est pour ça que c'est monté. Oh, Il faut rester encore moins ok. deux minutes. Moi, Ok, je suis merci. d'accord avec le fédération communautaire. Pourquoi? Parce que au moins, il y a une multitude de raisons. Mais il y a au moins deux. Je vais juste évoquer deux raisons. La première, c'est que déjà, tu dis que tu nous parles de souveraineté. Un peuple ne peut pas être souverain quand il n'est pas uni. Et le fédéralisme communautaire, c'est pour diviser des communautés. En fait, c'est pour essayer de classer des communautés, certaines communautés entre eux et soustraire d'autres. Parce que dans votre programme, vous parlez de départements. C'est-à-dire que vous voulez créer des communautés sous forme de départements. Ça veut dire que certaines communautés seront exclues et d'autres seront incluses. C'est pas bien parce que ce que nous cherchons au Cameroun, nous cherchons l'unité. Et l'unité du pays, par exemple, pourrait passer par une langue nationale qui est dans un programme, qui est dans le programme d'un parti politique. Et autre chose dont vous avez voté. Je peux comprendre encore que vous nous parlez, par exemple, de créer des zones économiques. Là, ça peut se comprendre parce que tous les grands pays sont passés par là en créant des zones économiques. Tu prends un pays, par exemple, comme la Chine. Ils ont créé quatre zones économiques. Il y a, par exemple, Shenzhen, qui est une zone économique. Il y a Chongqing. Il y a deux autres villes qui sont des zones économiques. Partout aux États-Unis, c'est pareil. Tous les grands pays. Et tous ces grands pays-là ont des communautés. Je pense pas que le Cameroun ait plus de communautés que la Chine, non. Mais ça marche très bien. Et ils ont une langue nationale qui est le mandarin, qui est parlé par tout le monde. Il y a aussi des langues locales que certaines communautés parlent, mais n'empêche que la langue nationale, c'est le mandarin. Donc, on ne peut pas être souverain si on est divisé au Cameroun. Parce que si c'est divisé, on sera très faible. Et puis c'est ce que les Occidentaux, certains pays attendent. Donc, ce n'est pas, votre fédération communautaire n'est pas la bienvenue, là. C'est pas la bienvenue. On est dans un monde où il faut être uni pour combattre l'extérieur. Les gars cherchent à diviser. Les richesses dont vous parlez, en créant des communautés, ça permet par exemple de bien gérer les richesses. Ça veut rien dire. Ces richesses-là peuvent même être gérées même par quelqu'un qui vient par exemple d'une autre communauté et qui le gère bien. Ce qui fait problème au Cameroun présentement, ce n'est pas que c'est par exemple le manque d'emploi. Parce que je prends un exemple très simple. Quand des gens vont travailler, tous les conneries de communauté là vont presque disparaître. Parce que quand tu travailles, tu n'as pas le temps de t'asseoir, de discuter des choses inutiles. Quand tu sors, tu vas au boulot, tu rentres là. La seule chose qui te préoccupe, c'est par exemple de make sure que tout soit OK pour le lendemain. Pour que tu puisses conserver ton boulot. Tu n'as pas le temps de parler de communauté, gars. C'est ça qui fait en sorte que vous attardiez sur ce problème-là des communautés. Et je te rappelle par exemple que si par exemple on crée par exemple une entreprise dans un village, l'État peut décider par exemple que ceux du coin est par exemple un pourcentage. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans le coin peuvent par exemple avoir un petit pourcentage de l'entreprise, être par exemple des actionnaires, peut-être être des actionnaires libres dans l'entreprise, ce qui permet de Les Bamileke ont plutôt joué, je peux dire, ils ont instauré le système communautariste parce que je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Kodok, lui, ne savait pas que c'est comme ça qu'ils allaient faire. Il avait la vision d'abord qui est Kodok. Kodok, c'est une humaniste. Mon frère, je veux te poser une question. Tu as la liste des hommes d'affaires qui ont été financés à cette époque? Mais la liste est là. Sauf que la liste est là avec des points de suspension. Ah d'accord, moi je la connaissais pas, je la connais pas cette liste, mais bon. J'ai quelques noms comme ça que les gens balancent de gauche à droite. Mais dans tous les cas,
tous les pays au monde fabriquent des champions industriels nationaux, ce qui est normal, c'est tout à fait normal. Puisque un pays, normalement, ne veut pas dépendre de l'extérieur. C'est-à-dire que tu as besoin d'avoir des nationaux qui contrôlent l'économie. Ça, c'est tout à fait normal. Moi, je vois, personne ne peut critiquer cela, cette volonté d'un État de vouloir fabriquer les enfants, ses propres enfants comme des champions économiques. Ça, c'est légitime. Mais je pense que c'est l'utilisation communautariste qui se fait après, tu vois, non? C'est-à-dire que certains essayent d'utiliser les réalités actuelles pour justifier, parfois avec des velléités ethno-fascistes. Il y a un qui a déclaré sur une chaîne de télévision il y a à peine 2 semaines, je pense, c'était sur Info TV. Il a dit qu'il y a une communauté qui a l'ADN du business. Vous imaginez? Implicitement pour dire que les autres, ce n'est pas leur truc, ils n'ont pas ça dans l'ADN. Pourtant, c'est faux. Oui, c'est bon. Tu comprends, personne n'a l'ADN du business. Donc, c'est l'utilisation de la réalité actuelle qui crée des problèmes parce que, bon, on peut reconnaître que certains, peut-être, sur des faits du passé, se sont plus orientés dans les matières des petits commerces et consorts, je n'en sais rien, mais d'autres, peut-être, ont privilégié la fonction publique, les trucs, je sais pas quoi. Mais le problème est que certains, maintenant, avec, si on regarde à peu près des écrits, des livres qui viennent des ressortissants de certaines communautés où on prône d'ailleurs l'ethno-suprématie, quoi. Ça dit que essayer de procréer que certains sont supérieurs aux autres. Il y a des livres, moi j'ai lu, hein. Moi je ne sais pas comment on rapporte, moi je ne dis pas seulement que j'ai écouté. J'ai lu des thèses même de doctorat, qui ont pour thème la suprématie d'une certaine communauté. C'est terrible. Et au Cameroun, je ne sais pas comment on peut tolérer ça. Et il faut que les gens se lèvent vraiment. Parce que si on veut prôner vraiment l'idéal, quand on avance vers une nation, parce que le Cameroun n'est pas encore une nation, hein, mais si on veut aller vers une nation, honnêtement parlant, on doit essayer de tout mettre sur la table pour que les gens se remettent en question. Parce que il y a des enfants qui subissent une éducation parallèle à l'éducation républicaine. Il faut le reconnaître. Parce qu'il faut seulement remarquer sur les réseaux sociaux, il y a une communauté qui fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'on dirait des robots, ils ont tous le même raisonnement. Bon, un petit exemple tout simple. Les qui sont contre la notion d'autochtonie au Cameroun. Vous avez déjà vu, bon, moi je vais les citer, je n'ai peur de rien. En dehors des Bamileke, est-ce qu'il y a une communauté qui a un problème avec la notion d'autochtonie? Vous comprenez? En dehors des Bamileke, qui revendique être partout chez lui au Cameroun. Voilà des choses, ça dit, je n'ai pas envie d'aller dans plus que ça, mais on remarque qu'il y a des gens qui ont une idéologie qui ne sied pas avec la République. Tout le monde sait qu'en tant qu'Africains, nous venons de quelque part. Mais certains veulent verser dans le révisionnisme de qui nous sommes. C'est-à-dire qu'on nous interdit même de revendiquer nos villages. C'est-à-dire que on ne doit plus dire qu'on est boulot, on doit dire qu'on est Camerounais, on est Camerounais. Oh là là, il faut arrêter ça, tu vois. Moi, je serais boulot. Le Cameroun nous est tombé sur la tête. Le Cameroun n'est pas un truc... nos précédents, nos aïeux se sont assis, ils ont dit oh, les gars, mettons-nous ensemble, nous voulons former le Cameroun. Non, c'est un truc qui est tombé sur la tête et les gens sont obligés de subir ça, mais comme c'est la réalité, on doit faire avec et essayer de construire peut-être un pays qui fait bon vivre pour tous. Mais je vous jure, quand vous voyez la façon que fonctionne cette... Honnêtement parlant, moi je n'ai rien contre eux, mais il faut quand même décrier leur manière de faire et c'est inadmissible. Les gens, quelqu'un a même dit, les foyers culturels sont leurs ambassades. Comment dans un même pays vous pouvez dire que vous avez des ambassades, hein? Vous, donc partout ils s'installent, c'est comme ils plantent leur drapeau, c'est pour dire que on a occupé telle terre. Parce que ce que ça veut dire, hein?
Quand vous dites que vous avez, c'est une manière de dire que voilà, nous avons récupéré telle zone ou telle zone. Voilà notre drapeau. On plante une ambassade. Donc, bref. Et malheureusement, les écrits sont là. On voit les faits historiques, les faits sociaux, comment ils se comportent. On a l'impression qu'il y a une velléité hégémonique d'une communauté vis-à-vis des autres. Et personne ne doit se taire, honnêtement parlant. On veut construire un Cameroun meilleur. Mais en même temps, il doit se construire dans la vérité et c'est ça quoi. Pourquoi est-ce que quand on essaie de dénoncer ce qui s'est passé dans l'histoire du Cameroun avec l'histoire des Mbo, des Banins et tout ça, les gens parlent de tribalisme. Où est le tribalisme là-dedans? Dire que les Mbo ont été peut-être massacrés ou ont été déplacés de leur terre ancestrale, ce n'est pas du tribalisme, ça n'a rien contre quelqu'un. C'est juste ce mec qui le fait devant la République. Donc, c'est un peu ça, quoi. Et moi, je dis, tant qu'on est en train de jouer au chat à la souris, hein, le Cameroun ne va pas avancer. Malheureusement, il risque même d'aller vers les abîmes, hein, parce que à la lieu où vont les choses, c'est... Bon, maintenant, par rapport au problème qui se passe là entre nous, soi-disant les Bantous, honnêtement parlant, hein, moi, j'essaie de me mettre au-dessus de la mêlée. Il faut juste que les gens comprennent qu'on a un objectif commun, qui est libération / autonomisation de notre communauté. Et mettre les égos de côté, tout ce que moi j'essaie de dire. Honnêtement parlant, le reste là, ça va détruire. Ça va détruire. On était sur une très bonne lancée. Hein. Les choses allaient dans la bonne direction. Et on voyait comment le camp d'en face se paniquait. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Honnêtement parlant. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. J'ai l'impression que nous avons des infiltrés qui sont là pour une mission de sabotage. Moi, je le dis cash, hein. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelque chose de très curieux qui se passe. Ça n'a pas de sens. Il doit y avoir quelque chose de sabotage qui se passe à l'intérieur. Je m'arrête là pour un premier jet, je laisse les autres parler. Mais je suis le genre plutôt positif et je pense que cette petite phase va passer parce que nous sommes dans la vérité et nous menons un combat véridique et noble. Donc, tout ce qui est vrai finit par l'emporter. Ceux qui sont dans le faux vont disparaître d'eux-mêmes. Je m'arrête là pour l'instant. Ouais, salut. C'est vrai ce que tu viens de dire là. Il y a le combat là était trop bien. Mais maintenant il y a des divisions, je comprends pas pourquoi. Comme tu viens si bien de le dire. Mais le camp d'en face ne dort pas. Hein. Ils vont prier dans leur crâne tous les jours hein, pour qu'on se disloque. Donc voilà un peu. Donc, il ne faut pas négliger ça. Bonjour. Bonjour, Mongo. Allô? Oui. Je suis un peu... Parce qu'il a bien dit que pour détruire une nation, il faut détruire son système éducatif. Générer la corruption. Après, tu restes tranquille dans ton salon, tu attends 20 ans. Après 20 ans, là, comme résultat, tu auras une société d'imbéciles, d'ignorants et de voleurs. Vous voyez que ça, ce qu'il a dit là, c'est ce que le régime dit, et c'est ce que Dia a mis en pratique. On a notre système éducatif qui est détruit. Tu comprends? On a la corruption qui est généralisée. On a la médiocratie qui est primée, comme disait le jeune homme là, une dame, je ne sais pas, de la CRTV qu'on est en train de primer, alors que les tests disent que tu ne peux pas faire plus de 9 ans à un poste. Mais les gens s'en foutent, c'est ce que Dia fait. Ça fait partie de sa politique. C'est-à-dire que, je disais à quelqu'un l'autre jour, quand il me disait, oh, on a Guinée a tourné la veste, oh, on a Guinée a fait ceci, je lui ai dit non. Parce que ce que Onam Guinée a vécu, lui et son papa là, moi et moi, on n'était pas là. Parce que quand il avait la position que nous tous, on connaît là, on a connu là, on a apprécié là, il était allé à Tébé et Yéné, il y avait un... Mais il a demandé cela depuis maman Mongo, moi, je ne comprends pas. Il y avait un troisième personnage qui essayait un peu de vouloir joindre le cercle en se passant pour, je dirais, des progressistes du RDPC qui est Messanga Demdi. Mais c'est tout simplement parce que Onam Guinée, qu'il le veuille ou non, il est rattrapé par les conneries de son propre père. Ce n'est pas Onam Guinée qui est le problème. C'est qu'il est rattrapé parce que le régime
a quelque chose de particulier, c'est que quand toi tu voles, Vanessa, on ne t'inquiète pas. Hein. Non, quand tu voles, tu ne déranges pas le pouvoir, tu ne lognes pas le pouvoir, on ne te dérange pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un rapport qui te concerne. N'hésite pas à chuter. Tu vas reprendre le temps de parole tout à l'heure, mon frère. Pardon seulement. Pardon, le père. Chute, comme ça, tu vas reprendre. Je vais te redonner un temps de parole tout à l'heure, s'il te plaît seulement, pardon. Ok. Non, Vanessa, il n'y a pas de problème. En fait, tu vois qu'eux, ils font un rapport sur toi qu'ils gardent dans les tiroirs. Le moment venu, quand tu fais des conneries, comme les gens comme Ronan Guinou, on l'appelle, on lui dit que tu sais que ton père a fait ça. Est-ce que tu as lu ça? Tu as vu ça? Tu ouvres encore ta gueule là, on fout ton père en prison. Qui de nous ici là, c'est qu'on mette son père en prison? Alors qu'on lui demande tout simplement de dire oui, et le problème est résolu. Bon, passe alors la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup à toi, mon frère. Je donne la parole à votre alerte. Votre alerte. Votre alerte, tu es là, je t'envoie la demande de micro. Je t'envoie la demande. Si votre alerte n'est pas là, ça sera au tour de Moukol. Ouais, bonjour, Panal, bonjour à tous. Bonjour à toi. Ouais, moi, j'ai pas grand chose. Moi, je suis juste venu écouter et puis j'apporte mon soutien, comme toujours. Mon soutien, parce que j'ai vu le titre, peux-tu faire confiance au professeur? Moi, c'est oui. Demain jusqu'à après-demain, jusqu'à Angele-Mankong. Moi, je suis avec lui. Pour le moment, là, c'est lui qui est là, c'est lui qui propose que, bon, moi, je suis avec lui. Oui. Si demain, il n'est plus là, s'il y a un autre personne qui vient me proposer, puis que lui, on va le suivre. Mais pour le moment, là, hein, nous, on est avec lui. Les faits qu'on va fabriquer, vous dites que c'est un néocolon ou bien il a le nucléaire pour bombarder l'Afrique, il veut donner ça aux Américains. Nous, on est seulement avec lui. Donc, ceux qui fabriquent les fakes là, parce que j'ai écouté même d'autres disent que non, c'est la CIA qui l'a envoyé. Et Donald Trump, son agent Donald Trump veut qu'il prenne le Cameroun pour le mettre à la France. Oui. C'est un gars de la CIA. C'est Donald Trump qui l'a envoyé, qui l'a mandaté pour venir récupérer l'Afrique. Les gens la fument. Et remettre ça aux Américains. Moi, je dis que bon, si c'est comme ça, c'est même très bien. Parce que nous, on souffre entre les mains des colons à la peau noire. Mieux les blancs prennent une fois, on reste tranquille. Donc moi, je suis avec lui. Voilà, moi, je suis avec lui. Les fakes là, moi, je comprends maintenant pourquoi on monte les fakes sur ce monsieur. Parce qu'il y a beaucoup de fakes. Voilà, on attribue beaucoup de choses. C'est parce qu'il est important. S'il n'était rien, on ne devait même pas parler de lui. On parle trop de lui. On parle trop de lui, trop autour de lui. Il est puissant, il a bombardé. Après lui, c'est lui. Après lui, c'est encore lui. Et après lui, voilà. c'est encore lui. Il a bombardé Kadhafi, il a arrêté Gbagbo, il a donné l'ordre qu'on bombarde l'Ukraine. Ce n'est pas lui. Tout ça là, mais c'est ce que les gars disent dans les panels. Quand tu écoutes, les gars ont les narratifs qu'ils ont conçus. Et puis les gens sont contents. Hein. Il y a même l'autre qui a dit que c'est à cause de lui que Paul Biya vieillit. Voilà, tu vois. Normalement, Paul Biya a 17 ans. C'est à cause de Kamto que Paul Biya est devenu vieux. Voilà, moi je voulais seulement dire à ceux-là que. Et puis ceux qui nous interpellent dans nos inbox ici pour nous parler en bafia, que nous on laisse les choses là. Moi, il faut qu'ils continuent à m'envoyer ça en patois. Je vais lire. Et puis je ne suis pas derrière quelqu'un parce qu'il est de mon village ou bien il est de quoi. Qu'ils arrêtent de m'embrouiller. Voilà. Moi, il n'y a pas un Bamléké qui ne me doit rien. Un Bamléké ne me doit pas 5 francs. Voilà. Moi, je supporte un candidat à l'élection présidentielle. Il faut qu'il gagne pour nous sortir dans la merde. Dans la mort qu'on est dedans depuis là. Nous, on veut sortir dans ça. On ne veut plus souffrir. On souffre. Moi, je suis à Abidjan. Les rues sont propres. Il n'y a pas, ça ne nous bat pas. Il n'y a pas les ordures partout. Propre, on lave le goudron. Chaque matin, on lave le goudron. Nettoyer, tout est nettoyé. On privilégie l'air quand c'est étouffé. Mais au Cameroun, quand tu arrives, quand tu es même dans l'avion, quand ça va atterrir, tu commences à avoir peur. Tu vois même les toitures des maisons, c'est comme si c'est Bagdad. Et là, ça nous fatigue. Dès que tu arrives à l'aéroport, moi, il nous bat, bobé. Ce n'est pas le.
puis c'est même qui disent que c'est parce qu'on est dans le franc CFA ou bien. Moi, je vais les demander que, mais, donc, si vous voulez nous dire que l'opposant qui va venir nous attaquer le franc CFA, c'est lui qu'on va voter. Donc, ceux qui sont là-bas depuis 43 ans, ils n'ont pas attaqué le franc CFA, ils n'ont pas l'argent. Ils ont l'argent, non? Qui vont envoyer au choc. Ils ont l'argent, non? Pas la France, c'est bien. Là-bas, lui-même, il ne dit pas à la France. Mon oui, mais ils sont là-bas, ils disent que non. Mon président ne dit pas à la France, mais il va travailler coopération gagnant-gagnant. Oui, mais ils sont là-bas, ils disent que non, il faut attaquer l'économie, il faut combattre les néocolons. Et même, ils sont là-bas là, depuis 43 ans, ils n'ont pas attaqué les néocolons. Ils n'ont pas l'argent. Ils ont l'argent, ils paient l'argent là pour aller construire les palais avec Mbengue. Ils ont l'argent. L'argent qu'on les donne, ils font quoi avec, ça? Parce que moi, j'étais au Sénégal. Les Sénégalais, on dit que c'est les Français, les Français avec eux, c'est les cousins. Mais quand tu vas à Dakar, c'est bien développé. C'est les mêmes Français là. C'est les enfants des Français. Mais les langues qu'on les donne, ils construisent chez eux avec. Mais pour nous là, ils prennent l'argent, ils bouffent. Ils payent les sacs MS avec quel genre d'argent? Ou les jets privés qu'on loue là, c'est avec quel genre d'argent? C'est ceux qui savent. C'est le même argent des Français là, mais ils prennent ça au lieu de nous goudronner les routes. Ils prennent ça plutôt pour payer les Louis Vuitton, les appartements dans le 16e. Je ne sais même pas ce qu'il veut en dire même. Après maintenant, c'est pour venir accuser quelqu'un qui veut venir nous donner les issues, nous parler des vrais trucs. Vous commencez à regarder le tribalisme avec. Vous nous parlez des. Maintenant, on vous attend, vous nous amenez dans des couloirs qu'on ne comprend pas, les géopolitiques, avec les géonucléaires. Nous, ça nous regarde, nous, on s'en fout de ça. Nucléaire, géobombatique, tout ça là. Nous, c'est les conneries. Laissez-nous ça. Depuis, vous avez pris le pouvoir là. Vous avez dit que depuis 43 ans, vous combattez les géopolitiques. Quelle géopolitique même? Vous voulez que le Cameroun est positionné où? Tout le monde va attaquer le Cameroun. Donc tous les pays là cherchent à attaquer le pays. Il faut contre la France. Donc nous on dit qu'on prend le pouvoir pour arranger, c'est là pour dire que géo. Oui, c'est pour nous embrouiller. Nous on n'est pas dedans. Moi, quand tu demandes aux Ivoiriens que, mais est-ce que vous connaissez que c'est un Camerounais qui a fait un arrêté Barbeau? Ils demandent que comment. Et tu l'expliques. Tu dis que non, il y a un gars là, on l'appelle Kamto. On l'appelle Kamto, il est avocat, il avait signé qu'on arrête Barbeau. Il te dit que, mais comment? Non, on ne connaît pas. On se dit que c'est Alassane qui a envoyé Barbeau là-bas. Tu donnes la photo de M. Kamto, tu dis que, ah, non, c'est pas qu'il y a un Camerounais qui a. Il ne connaît rien. Tout ça là, c'est les fakes, les montages des sardinas là. Heureusement qu'on a amorti les bêtises de fake là depuis, mon frère, ça ne donne même plus. Dès qu'il parle, ça on récemment, on connaît les chansons. Je sais pas que maintenant on connaît les chansons. Dès qu'il parle, maman, il peut même finir la phrase. Tellement c'est drôle. Et puis même si c'est vrai, ça veut dire qu'il est puissant. Moi j'ai dit que le panel de... Et puis je voulais faire une remarque ici, je voulais expliquer à certaines personnes, certains gens Bamileke là, je les ai vus sur... Non. C'est un frère de l'Ouest. C'est un frère, je les ai vus sur le panel de... C'est les milliardaires ou c'est la milliardaire là. Ah oui, on a parlé de ça hier. C'est pour Wopson, on a parlé de ça hier. Ah d'accord, donc... Moi, je voulais juste... Donc, vraiment, moi, je suis Bafia, moi, je suis avec le professeur.